pouvoir libérer tout le monde à 20h15, en particulier à François Lempereur qui a prévu d'aller voir Raphaël Nadal à 20h30. Je propose qu'on démarre. De toute façon, je voulais moi dire un tout petit mot d'introduction, mais l'idée c'est d'avoir, comme on a des intervenants extrêmement prestigieux, c'était de pouvoir en profiter le plus possible. Et puis évidemment, comme le veulent nos règles, nos traditions sur Alumni, il est évidemment important de pouvoir aussi échanger au maximum. Comme on est nombreux, parce que le sujet est assez passionnant et que on a des intervenants vraiment super, parce que c'est vrai que quand on s'est dit, tiens, qui on aimerait avoir, bah, en fait, tous ceux qui sont là ce soir sont les personnes qu'on voulait. Et donc, on a invité plusieurs personnes et elles ont toutes dit oui, ce qui nous permet d'avoir à la fois plein d'intervenants de très haut niveau, parce qu'il n'y a pas de plan B, c'est que les plans A. En tant que prof de négociation, je parle souvent de plan A et de plan B. Donc là, on n'a que les plans A qui sont tous là et c'est un grand plaisir. Et donc, va falloir pouvoir en profiter. Et donc, j'invite tous les alumni et tous les invités des alumni, puisqu'on a ouvert un petit peu notre séance à des noms alumni Sciences Po. Ce qui prouve une fois de plus que c'est une maison extrêmement ouverte et que déjà Sciences Po est une maison ouverte, mais les alumni sont encore plus ouverts pour débattre de ce sujet absolument passionnant. Donc, parmi les participants, on a des gens d'entreprise, des personnes de Bercy, des gens évidemment des régulateurs, des journalistes. Enfin, on a plein de personnes intéressées par ce débat qui va certainement nous occuper encore très longtemps et pour de nombreuses sessions. Alors, je dis juste un tout petit mot de la part de Bernard Aelgoul et de notre bon président Pascal Perrineau, qui ne peuvent pas être avec nous parce qu'ils ont beaucoup d'activités en ce moment, online, offline, mais en tout cas qui nous ont suivis dans ce projet. Donc c'est la deuxième ou la troisième session de notre groupe, notre cercle Relations publiques des Sciences Po Alumni, qui est un groupe dynamique qu'on a créé en fait un peu pour fédérer au départ les alumni de la formation du certificat professionnel relations publiques, dont certains d'entre vous d'ailleurs font partie, et affaires publiques. Voilà, affaires publiques. L'idée que nous avons, c'est que d'ici au présidentiel, on a décidé de se réunir pour parler de plein de thématiques larges qui seront selon nous structurantes pour les débats présidentiels. Et évidemment, on souhaitait démarrer par le sujet numérique. On avait eu l'occasion avec notamment Valéria d'échanger il y a déjà longtemps, enfin c'était il y a moins d'un an je pense, mais ça paraît très loin car à l'époque il n'y avait que les problèmes des grèves et donc on avait déjà commencé à échanger et à l'époque on s'était dit c'est un sujet énorme et donc on va pouvoir en reparler. Donc ce soir autour de Valéria qui était la première participante sur ce sujet, nous avons également d'autres intervenants et donc on a à la fois des parlementaires parisiens, enfin français et parlementaires français au Parlement européen qui sont présents, mais également un juriste, un économiste, et puis le président de Renaissance numérique. Nous en dirons un mot pour ceux qui ont le malheur de ne pas connaître encore Renaissance numérique et qui vont bientôt en savoir beaucoup plus. Je vais dire un petit mot de présentation de chacun et ensuite je vais évidemment vous laisser la parole. Et puis donc avec le chat, n'hésitez pas à intervenir, à poser vos questions, à réagir. Et puis je vais essayer de modérer les propos et en tout cas modérer les échanges. Après, vous dites ce que vous voulez, on est pour la liberté d'expression ici, surtout de votre expression à vous. Et puis je vais essayer moi de relayer les différentes questions et interventions de la salle. Et puis on va essayer d'intervenir de façon la plus réactive possible. Donc Valéria, vous êtes depuis 2019 vice-présidente de la Commission des affaires économiques, membre de la Commission des finances, députée depuis 2017, députée de la Loire, et vous avez été notamment co-rapporteur du rapport sur les plateformes numériques, secrétaire de la mission d'information Bâtir et promouvoir une souveraineté numérique nationale et européenne, qui est, je comprends, une assez récente mission d'information. Et puis, vous faites partie de la prestigieuse et passionnante institution qui est l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques. Et enfin, membre du groupe d'études cybersécurité et souveraineté numérique. On peut dire que vous connaissez ces sujets, que vous avez passé beaucoup de temps là-dessus et que vous serez évidemment un pivot de ces interventions. Ensuite, la parole au Parlement européen avec Stéphanie Yon-Courtin, qui est députée européenne depuis 2019, membre de Renew Europe, LREM donc, qui est vice-présidente de la Commission des affaires économiques et monétaires, donc ça c'est quand même un sacré poste à responsabilité extrêmement stratégique à Bruxelles, et donc qui est également membre suppléante de la Commission du marché intérieur et qui a été rapporteuse dans sa vie antérieure de l'autorité française de la concurrence. Vous connaissez donc le droit, vous connaissez les questions de concurrence, et donc ça fait aussi une très bonne transition pour l'intervenant suivant, qui est Aurélien Portuès, qui lui est professeur associé de droit de la concurrence
à l'Université de Londres, St. Mary's, et à l'Université catholique de Paris, donc il est un peu des deux côtés du Channel, ce qui ne doit pas être facile en ce moment, qui est directeur du master de droit des affaires depuis 2018 et qui a beaucoup travaillé aussi sur les questions de concurrence dans le secteur numérique, notamment au niveau européen. Ensuite, Henri Isaac, dont je parlais à l'instant, qui est le président du think tank Renaissance numérique, il dira peut-être un mot sur cette espèce d'institution qu'on voit souvent, qu'on entend dans le débat, mais dont on ne sait pas exactement de quoi il s'agit. Enfin, pas toujours en tout cas, membre aussi du Conseil national du numérique et qui est l'une des références dans le débat public, dans le monde des think tanks et de la réflexion, qui pourra nous donner aussi un peu le point de vue du think tank et son point de vue d'ailleurs personnel, très librement, sur la thématique de ce soir. Et puis également, il nous fallait forcément un économiste, parce qu'on parle quand même d'économie aussi, et pas que de droit uniquement. C'est évidemment le droit de la concurrence, c'est très imbriqué. Donc Pierre Bentata, qui est économiste, qui est enseignant à l'ESC3, qui est cofondateur avec Nicolas Bouzou du cercle de BLM, et qui fait également du conseil en microéconomie appliquée. Il intervient régulièrement donc, sur les grands débats et il a commencé à faire des publications déjà depuis un moment sur les sujets numériques, sur les éditeurs de presse, enfin sur tous ces sujets qu'il travaille, qui sont un de ces sujets d'études parmi d'autres et parmi d'autres publications. Voilà, la parole est à l'Assemblée nationale, bien évidemment, comme le veut le protocole républicain. Et donc Valéria, si vous pouvez démarrer, l'idée c'est d'avoir des propos de 5 à 10 minutes de chacun et de pouvoir ensuite débattre, réagir très largement sur notre thématique qui est bien sûr, est-ce qu'il faut une régulation par la taille des plateformes numériques? Où en est-on du débat et que faut-il en penser? J'ouvre les discussions et la séance. Valéria, c'est à vous. Hop, merci beaucoup Guillaume. Alors, j'ai senti qu'il y avait une petite hésitation, c'est parce que j'étais vice-présidente de la commission aux affaires économiques et je suis devenue membre de la commission aux finances depuis quelques jours pour porter le plan de relance sur la mission économie. Donc, c'est pour ça qu'il y a eu un petit changement au passage. Donc, en ce qui concerne le sujet qui nous préoccupe aujourd'hui, donc la régulation des plateformes structurantes ou de numérique. Il s'agit donc pour ma part d'un rapport co-rédigé avec Daniel Fasquelle, qui est aujourd'hui maire et n'est plus député à l'Assemblée nationale. Et on est parti d'un constat, c'est-à-dire est-ce que le droit de la concurrence appréhende suffisamment ou pas la régulation des géants du numérique. On ne vise pas obligatoirement la nationalité américaine, chinoise ou autre. Le but était vraiment de prendre en considération les travaux qui ont d'ores et déjà été réalisés par la Commission, par exemple, sur les condamnations de certaines plateformes pour abus de position dominante ou pour les pratiques anticoncurrentielles. Donc, on est parti de l'analyse du droit de la concurrence pure pour aboutir à quelque chose qui permettrait éventuellement de mieux rééquilibrer le marché puisqu'on est en présence, d'après Daniel et moi, d'une forme d'oligopole d'un certain nombre de plateformes numériques qui structurent leur marché, qui acquièrent beaucoup de données et qui prennent les marchés connexes et s'étendent de manière tentaculaire sans contrôle ou avec un contrôle qui est relatif. On ne tolère pas de monopole ou d'oligopole aujourd'hui sur quelque branche économique que ce soit. Il n'y a aucune raison que ce soit de fait autorisé ou en tout cas toléré pour les géants du numérique. Donc, le constat était la défaillance, ou en tout cas l'incapacité du droit de la concurrence pure d'appréhender tous les pans de distorsion que peuvent créer les plateformes en termes de distorsion de concurrence. Donc, du coup, les propositions que nous avons formulées étaient, d'une part, le droit de la concurrence a besoin d'être révisé, mais il va s'appliquer à l'ensemble de l'économie, et d'autre part, qu'il y avait besoin d'une régulation asymétrique des plateformes
ex ante, c'est-à-dire qu'on avait besoin d'identifier au niveau européen un régulateur sectoriel qui aurait les compétences, et donc il faut qu'il acquiert les compétences pour le coup, pour pouvoir auditer de manière permanente et régulière, qui aurait à sa disposition des outils d'audit, des outils aussi de répression, et puis qui serait à la connaissance de qui serait portée toute acquisition, puisque le droit de la concurrence régule les acquisitions, les concentrations par marché pertinent et par seuil. Ces critères-là s'appliquent difficilement au marché du numérique parce que l'acquisition ne se fait pas forcément dans le secteur immédiat d'activité de la plateforme, et puis souvent ne produit pas encore de chiffre d'affaires puisque c'est des startups souvent naissantes. Par contre, elles ont un nombre d'utilisateurs qui est bénéfique à la plateforme puisqu'ils peuvent élargir leur nombre d'utilisateurs de fait et proposer des solutions connexes. Il y a aussi les comportements préférentiels, c'est-à-dire que celles qui gèrent aujourd'hui les magasins d'applications proposent souvent des solutions maison et ont tendance à les privilégier. Donc, tous ces comportements-là ne sont pas forcément appréhendés par le droit de la concurrence pure et ont besoin d'être régulés par ailleurs. Et puis, il y a aussi le sujet des contenus. On a beaucoup débattu en France, mais on voit bien aujourd'hui que l'impact sur la propagation de la haine en ligne, sur la démocratie, sur les élections sont des sujets aussi importants et pourraient faire partie du périmètre du futur régulateur. Donc, on a proposé un certain nombre d'outils. On n'a pas forcément identifié le régulateur particulier parce qu'il est possible qu'il faille le créer de toutes pièces au niveau européen. Par contre, on a proposé une répartition des tâches avec des régulateurs nationaux éventuels, comme c'est le cas pour l'autorité de la concurrence en France, qui gère un certain nombre d'affaires et la Commission européenne gère les affaires plus importantes. Et ce n'est pas forcément la taille pour définir, pour revenir à notre sujet, ce n'est pas forcément la taille qui permettrait de définir le côté structurant de la plateforme, mais on est parti sur un faisceau d'indices et ça a été écrit dans plusieurs rapports et c'est la définition qui est proposée aujourd'hui. C'est un faisceau d'indices sur nombre d'utilisateurs, chiffre d'affaires. En fait, c'est l'impact sur le marché et la capacité à s'étendre de manière tentaculaire. Et donc, par ce faisceau d'indices, d'une part, on vise les entreprises qui ont d'ores et déjà connu des affaires en justice pour des raisons de concurrence, mais aussi ça permettrait de faire rentrer dans le périmètre les nouveaux arrivants sur le marché que peuvent être les entreprises venant d'Asie. Donc, voilà ce que je peux dire aujourd'hui sur les conclusions de ce rapport. Et puis, le but, évidemment, c'est de porter la voix française auprès de la Commission européenne pendant qu'on est en train de débattre du Digital Services Act, qui est censé avoir une proposition de texte en décembre. Et donc, on essaie de défendre la vision française pour cela auprès de la Commission. Et du coup, est-ce que ce n'est pas paradoxal de se dire que finalement que c'est la croissance des entreprises qui peut être un peu ciblée, parce que est-ce qu'on n'est pas en train de dire, est-ce que l'incitation, c'est pas de dire si vous devenez trop gros finalement, quelle que soit d'ailleurs votre nationalité, votre origine, etc., bah, finalement on va vous réguler parce que vous êtes trop gros et tentaculaire. Comment est-ce qu'on peut... Mais c'est déjà le cas de tous les secteurs économiques. Les États-Unis n'ont pas hésité à démanteler des entreprises il y a plusieurs dizaines d'années de cela, quand elles devenaient incontrôlables en termes d'expansion, en termes d'emprise sur le marché, parce qu'in fine,
c'est le consommateur final qui souffre. C'est-à-dire que l'effet oligopole ou monopole crée une rente, donc freine l'innovation et augmente les tarifs pour le consommateur final. Plus l'impact aujourd'hui de certaines plateformes sur les questions de souveraineté et de démocratie oblige les États à se positionner sur la régulation des contenus, sur la nécessité de coordonner cette régulation entre le niveau national et le niveau européen. Mais surtout, il ne faut pas oublier qu'on a une culture et une éthique aussi à faire valoir en termes de gestion des données personnelles, on a quand même une loi, un texte particulier dans l'Union européenne qui n'est pas forcément repris par tout le monde, même si la Californie voudrait un RGPD, on est encore très loin à ce que dans le reste du monde, la culture ou la pratique sur le respect des données personnelles soit appliquée de telle manière. Donc, on a besoin aussi de pouvoir contrôler la réalité des usages, les algorithmes, la transparence, la loyauté, le flux des données, leur exportation, leur traitement. Et pour ça, on a besoin d'un régulateur spécifique et qu'il y ait des moyens techniques d'agir. Okay. Mais il y a d'autres secteurs aussi qui peuvent être concernés dans cette logique. Enfin, c'est pas forcément... Mais c'est déjà le cas. Les télécoms sont ultra régulés, les énergies sont ultra régulées aujourd'hui. Il y a un régulateur sectoriel spécifique. Ils ne peuvent pas se permettre de faire ce qu'ils veulent. Et dès qu'il y a une peur qu'il y ait une entente, par exemple, entre les télécoms, systématiquement, ils sont remis, comment dirais-je, à leur juste place et régulés. D'accord. Alors, comme on a parlé de l'Europe, évidemment, bien sûr, vous pourrez réagir très largement à ce qui a été dit. Je vais passer la parole, évidemment, à la parlementaire européenne, donc à Stéphanie Dion-Courtin. Est-ce que, selon vous, il y a vraiment une position européenne, finalement, sur l'opportunité, sur la façon dont on peut réguler ces grandes plateformes numériques et selon quels critères voilà, et puis bon, j'ai une autre question, mais que je vous poserai après. C'est une façon d'aborder. Bonsoir à toutes et tous. Merci beaucoup de votre invitation. Juste peut-être vous rappeler deux choses s'agissant de ma présentation. Ce n'est pas très gênant, mais je n'étais pas rapporteur à l'autorité de la concurrence. J'étais conseillère internationale auprès de Bruno Lasserre à l'époque, qui était le président. C'était dans son cabinet, mais ce n'est pas gênant. J'ai eu l'occasion de travailler sur des cas puisque je suis avocate en droit de la concurrence de formation. Et merci beaucoup pour votre invitation. Comme je crois on a dû déjà vous le dire, je devrais vous quitter dans 30 minutes pour un autre événement en pleine session plénière sur la relance européenne, mais je suis vraiment ravie d'être là puisque votre question effectivement était de savoir si finalement on discutait à l'heure actuelle des plateformes numériques. Et oui, c'est un sujet qui tombe à point nommé puisqu'on le porte actuellement au niveau européen. S'agissant de votre question, une régulation par la taille, grand 1, oui, grand 2, non. Et je dirais finalement grand 3, peut-être. Et ça fait le lien avec ce que disait la réponse de Valéria tout à l'heure. Mais avant de rentrer dans ce détail de contour d'une régulation, je voudrais qu'on partage un diagnostic commun sur le fonctionnement du monde numérique d'aujourd'hui. On voit bien que certaines entreprises du numérique nous fournissent à tous consommateurs un service de plus en plus personnalisé, mais dans ce même temps, et on parlait tout à l'heure, vous disiez c'est peut-être un peu la chasse au trop gros et au tentaculaire, ces mêmes entreprises, finalement, elles opèrent sans règles. C'est un peu la loi de la jungle, on a l'impression online, puisqu'il n'y a pas de règles, elles imposent leurs propres lois finalement aux États, à leurs concurrents, in fine aux consommateurs, et c'est quand même plus possible. C'est donc ça qu'il s'agit finalement de réguler. Aucune entreprise, aussi puissante qu'elle puisse être, ne pourrait imposer ses propres règles. Pourtant, on a l'impression que finalement, ce qui se passe en ligne est autorisé alors que ça n'est pas hors ligne. Donc là, il y a véritablement quelque chose à faire. Et les États-Unis, qui sont le berceau de ces puissantes GAFA, sont vraiment en train de se pencher sérieusement sur la question du pouvoir acquis par ces entreprises et de leurs conséquences et impact sur les marchés. Après le Congrès américain, c'est maintenant le Sénat qui va entendre nos GAFA pendant, j'espère, au moins 5 heures. Les législateurs américains vont rendre prochainement leurs propositions pour amender le droit de la concurrence, créer une nouvelle réglementation et doter leurs régulateurs nationaux de davantage de pouvoir. Et le temps de la caricature, je pense, est fini chez nous. C'est-à-dire les États-Unis innovent, l'Europe régule. Non, je pense qu'on peut faire tout à la fois.
chaque État a finalement pris la mesure du pouvoir considérable acquis par les plateformes du numérique et de ses conséquences. Et il faut véritablement, et c'est pour les consommateurs et les entreprises concurrentes, un enjeu considérable. Le rôle, dans la période de transition actuelle qu'on connaît numérique, le rôle des grandes plateformes est essentiel. Je ne veux pas qu'on se méprenne effectivement sur le fait qu'il ne s'agit pas de les condamner, ces GAFA ou ces grandes plateformes, mais c'est les pratiques qu'il s'agit de viser, et on ne peut pas véritablement dans ce monde en pleine transformation, on ne peut pas les laisser agir ainsi. Et effectivement, c'est un peu too big to care qu'il va falloir un petit peu revoir. Moi, j'ai demandé il y a quelques semaines à ce que le Parlement européen auditionne les PDG des GAFA sur leurs pratiques anticoncurrentielles en ligne et leurs pratiques fiscales. On est, après le marché américain, un marché de 450 millions de citoyens qui sont autant de consommateurs et d'utilisateurs des services de GAFA, et on a un rôle à jouer. Ça, c'est pour l'aspect voie démocratique du Parlement européen, qui n'a certes pas les mêmes pouvoirs que d'investigation et d'enquête qu'ont les Américains, les homologues américains, mais pour autant, on ne peut pas laisser les choses se faire comme ça. Alors, sur l'aspect purement réglementaire administratif, il est temps effectivement pour nous, je pense, véritablement impératif de se doter d'un instrument ex ante. Et c'est là où je rejoins notamment ce que disait Valéria pour la position française, bien évidemment, qui est celle qu'on porte, une régulation ex ante des grandes plateformes pour finalement avoir des leviers d'action adaptés, rapides, le plus tôt possible pour éviter des incidents ou des accidents complètement irréversibles sur les marchés, parce qu'on voit bien que les procédures antitrust prennent beaucoup trop de temps. Et donc, il ne faut pas attendre que les marchés soient complètement verrouillés ou préemptés par les plateformes pour agir. Donc, avant toute chose, de quoi on parle, ça fait aussi écho à votre question, Monsieur Lavesse, qui était de dire, mais on attaque qui finalement? Il faut choisir, il faut définir au préalable. Il faut définir ce que sont ces plateformes numériques structurantes. Et dans mon rapport sur la politique de concurrence, qui a été largement voté par le Parlement européen en juin, il y avait cette préconisation, je rejoins ce que disait Valéria, d'une méthode de faisceau d'indices. Alors, entre autres, c'est l'existence d'effets de réseau, un pouvoir de contrôleur d'accès, l'existence d'une stratégie conglomérale qui va permettre d'investir des marchés connexes, et puis la détention massive de données stratégiques, par exemple. Et donc, cette régulation ex ante, elle va forcément permettre une action beaucoup plus rapide et efficace avant que le préjudice ne soit commis. Alors, il faut doter, et c'est là où le bas blesse, les autorités nationales et européennes, d'une large boîte à outils possible, qui serait un pouvoir de collecte de données, et puis la possibilité d'exercer un monitoring, vraiment des problématiques identifiées. Ça veut dire une coordination aussi, un peu sur la méthode ECN, Réseau européen de la concurrence, mais là, on y ajoute les régulateurs sectoriels au-delà de nos autorités de concurrence. Il faut aussi un pouvoir d'intervention, un pouvoir de contrôle et d'injonction sur les conditions d'accès aux plateformes, sur les questions d'accès aux données, très important, qui est un peu le pétrole du siècle actuel, et puis des exigences aussi en matière d'interopérabilité, puis d'ouverture des écosystèmes qui sont exploités, et puis aussi, bien évidemment, la question des algorithmes et cette capacité à auditer les algorithmes. Ça veut dire qu'il faut qu'on se dote de moyens financiers, pas que, humains, bien sûr, d'experts. Et en parallèle, bien évidemment, moi je plaide pour cette deuxième jambe qui est l'adaptation de nos outils de droit de la concurrence. Ça passe par un recours plus systématique aux mesures conservatoires. Moi, je tire mon chapeau à l'autorité de la concurrence française. Je trouve que la Commission européenne, c'est un appel qu'on lui a fait dans le rapport, ne les utilise pas assez. Donc, il faudra peut-être revoir, et c'est peut-être aussi à la jurisprudence de s'attacher à avoir des critères plus souples, des remèdes aussi comportementaux plus ciblés. Il faut qu'on véritablement fasse travailler les entreprises. Donc, il faut vraiment, nous, on plaide pour le participative antitrust, faire en sorte que l'autorité de la concurrence, en l'occurrence la DG Concurrence, puisse plus souvent échanger avec les entreprises qui se disent victimes pour, bien évidemment, adapter quelque chose qui réponde véritablement aux préoccupations des entreprises qui subissent ces violations de la concurrence. Faire en sorte qu'on n'ait plus que des amendes, puisque les amendes, on le sait, ne sont suffisamment plus dissuasives. Elles sont bien souvent répercutées sur le consommateur. Et donc, ça manifestement n'est pas assez, c'est pas suffisant. Et puis, revoir aussi la notion d'abus de position dominante et de facilité essentielle à l'heure des big data. Valéria parlait tout à l'heure, effectivement, du fait qu'on s'est déjà trouvé sur ces secteurs régulés et sur toutes les industries de réseau où on a fait appel à la théorie des facilités essentielles. Et je pense que là, ça mérite
en ce qui nous concerne sur les plateformes, de s'y pencher. On doit aussi, bien évidemment, sur tout ce qui est contrôle des concentrations, et Valéria en a largement parlé, prendre en compte tous les effets de pouvoir de marché et de réseau associés, et pas uniquement prendre en compte la valeur de la transaction en chiffre d'affaires, mais bien évidemment, c'est également le nombre de consommateurs concernés, les bases de données, envisager le renversement de la charge de la preuve, mettre en place un système de notification préalable également pour les projets d'acquisition liés aux données par les plateformes structurantes. Et donc, il s'agit ici d'améliorer le système également de renvoi entre les autorités vers les autorités nationales de concurrence et la Commission européenne. Et d'ailleurs, la vice-présidente Vestager en a parlé récemment et a annoncé qu'elle accepterait d'examiner davantage de renvois par les autorités de concurrence pour des projets de concentration qui ne seraient pas de dimension communautaire. Alors, on travaille avec mes collègues au Parlement européen sur cet aspect concurrence et puis sur l'aspect également DSA, Digital Services Act, dont a parlé Valéria. La proposition de régulation ex ante, elle y figure comme étant un axe fort, en plus du rapport concurrence dont je vous parlais, dont j'ai pu être rapporteur. Et c'est important de voir cet autre rapport d'initiative sur cette même idée qui a été largement voté en commission IMCO et qui devrait être voté en décembre. Il y a des nuances sur la manière de faire. Ça, je parle maintenant de la vision au Parlement européen où nous, Français, sommes parfois perçus comme des super régulateurs qui détestons les GAFA, quand d'autres pays préfèrent une approche plus souple, des recommandations plutôt que des sanctions. Il y a tout un travail de pédagogie à faire. Moi, je vois qu'au sein de la commission IMCO, alors moi, j'ai mon collègue Sandro Gaudy de Renew, on est très proches, mais face à nous, on a des collègues qui sont beaucoup plus souples. Donc, il faut faire attention à avoir une approche ciblée et proportionnée également pour ne pas nuire à d'autres acteurs. Et je crois que c'est l'idée aussi de cette régulation asymétrique et le nouvel outil, le New Competition Tool proposé par la Commission, pourrait probablement venir en complément de cette régulation ex ante, afin de permettre une analyse au cas par cas et puis une supervision efficace qui doit l'être au niveau européen. Il faut trouver le bon équilibre en fait, entre réglementation sectorielle qui viserait à interdire des pratiques et puis droit de la concurrence qui lui vise plutôt à agir sur la réalité économique des marchés. On a plusieurs DG au sein de la Commission qui vont travailler, la Connect, l'Agro, Concurrence, qui sont en discussion pour essayer de présenter un seul instrument qui serait cohérent. Et elles ont 2 mois pour faire leurs propositions. Ce qui ressort du Digital Services Act pour l'heure, c'est une approche à 3 degrés différents. La liste noire de pratiques, par exemple le self-preferencing, qui serait illico, de facto interdite, ou plutôt déjurée, interdite et sanctionnée. La liste grise, où il serait nécessaire d'avoir une analyse plus poussée, en sachant quel remède imposer. C'est un peu la liste, permettez-moi, Michael Jackson. Et puis le pouvoir d'investigation pour certains marchés dans le numérique, ce qui permettrait plus de flexibilité et d'agilité que les enquêtes sectorielles de la Commission. Alors j'espère ne pas avoir été trop longue. Je voulais, juste pour conclure, dire qu'à l'heure où on parle de relance, de souveraineté européenne et de meilleure articulation entre différentes politiques, concurrence, industrielle, consommateurs, il faut vraiment veiller à consolider notre marché intérieur. Et ça passe, il est trop fragmenté pour l'heure, ça passe vraiment par une réglementation européenne avec, comme je l'ai dit tout à l'heure, cette possibilité de bien articuler le suivi et toute l'application, donc l'enforcement, via le réseau européen de la concurrence. Et je veux vraiment saluer le travail de ma collègue Valéria, avec qui on a eu déjà l'occasion d'échanger, parce que c'est un signal fort entre nous, compte tenu de la véritable convergence de vues, que la voix française saura se faire entendre sur la scène européenne et internationale, et c'est très important. Je vous remercie infiniment de m'avoir donné la possibilité d'exposer rapidement, je l'espère, notre position au Parlement européen. Très clair. Je passe la parole, alors pour que ça, je pense qu'il y avait un peu de contradiction, à Aurélien Portuez, donc, qui est prof de droit. Aurélien, je crois que vous estimez plutôt qu'aller plus loin dans le droit de la concurrence, qui doit protéger les consommateurs avant tout, serait de fait une forme de régulation de l'innovation, je crois que c'est votre terme. Et vous êtes plutôt un militant de géants européens qui émergent, je dirais, avec une logique industrielle. En quoi la régulation qui est envisagée par le DSA pourrait favoriser cette émergence? Et puis, j'ai au-delà un peu une question que je vous pose aussi. Est-ce qu'on n'est pas aussi en train d'assister finalement à une régulation qui a des objectifs plus politiques que purement économiques? Et qu'est-ce que vous pouvez
indiquer là-dessus, sachant que ensuite on aura Henri Isaac qui donnera son point de vue aussi de penseur du numérique français, et puis ensuite Pierre Bentata qui aura une approche plus économique. Je vous écoute et puis je vous laisse, allez, on a dit entre 5 et 10. Mais merci Guillaume, merci à tous de me recevoir et merci pour cette invitation. Moi, je m'apprêtais tout simplement à presque dire que c'est formidable d'avoir un rapport sur les plateformes numériques à l'Assemblée nationale rédigé par Valéria Faure-Montchalin et Daniel Fasquelle. En lisant le rapport, j'étais relativement satisfait, ou en tout cas, il y avait des zones d'inquiétude, mais qui auraient pu être levées. Mais là, pour tout vous dire, en écoutant les propos, je suis encore beaucoup plus inquiet que ce que j'ai pu lire. C'est-à-dire qu'en entendant ce que je peux entendre, je suis plus inquiet que par l'écrit. Donc, par exemple, réguler les GAFA, il n'y a aucun problème, on peut les réguler et je ne crois pas que Internet soit une zone de non-droit où le droit ne s'applique pas, où on est dans une zone où les règles juridiques ne s'appliquent pas. Le droit de la consommation s'applique, le droit des contrats s'applique, le droit de l'Internet s'applique, le droit de la responsabilité civile et contractuelle s'applique. On est dans un droit où les principes généraux du droit s'appliquent. Donc, faire croire que parce qu'on achète ou parce qu'on échange sur Internet, on est dans une zone de non-droit, c'est relativement, juridiquement, assez erroné. Mais surtout, cette idée que les monopoles sont interdits et sont mauvais, voire même les oligopoles sont interdits et mauvais, c'est tout simplement erroné sur la théorie et la pratique économique. Jamais un monopole n'a été interdit par le droit de la concurrence et encore moins un oligopole, puisque ce qu'on regarde, c'est les abus de droit de la concurrence et c'est le manque de l'intensité concurrentielle sur le marché et non pas la structure du marché. Et c'est là mon point essentiel sur le rapport, c'est qu'on parle de plateformes structurantes. On en revient toujours à cette structure du marché. C'est très bien, mais d'abord, il faut définir le marché. Or, le marché n'est pas du tout défini, il est extrêmement critiquable et critiqué, comme d'ailleurs la commissaire Vestager l'a reconnu en elle-même, puisqu'elle lance des nouvelles guidelines sur la réforme des marchés pertinents. C'est-à-dire qu'on ne sait pas ce dont on parle, on ne sait pas définir le marché des produits. Est-ce qu'il existe un marché des moteurs de recherche? Je pense que c'est en soi contestable dans le sens où Google ne peut pas faire d'argent avec les moteurs de recherche, elle fait juste de l'argent avec la pub issue des marchés de recherche. Donc il y a un marché de la pub, il n'y a pas un marché des moteurs de recherche. Et ensuite, le marché pertinent est contestable et contesté de façon géographique. C'est-à-dire qu'il suffit de se référer à l'affaire Alstom-Siemens, où on a eu une levée de bouclier sur le fait que la Commission européenne ignorait complètement la concurrence chinoise et on était resté cantonné sur un marché européen. Donc en soi c'est contestable et c'est contesté. Mais mon propos, il irait sur deux axes principaux. La régulation par la taille, c'est tout à la fois, ce serait tout à la fois un formidable discrétionnaire donné aux régulateurs et ce serait un petit peu consacré un non-sens économique. Je m'explique. Un formidable discrétionnaire, déjà parce qu'on considère que les GAFA sont trop grands, ou il y a cette idée, en fait, sans jamais les nommer, quand on regarde les rapports, quels qu'ils soient, français, européens, anglais, allemands, on nomme jamais trop les GAFA, mais on sait très bien ce dont on parle. Les GAFA seraient trop grands, mais par exemple, les entreprises de train ou les champions seraient toujours trop petits en Europe. C'est-à-dire qu'on veut des entreprises américaines ou chinoises moins grandes et on veut évidemment des entreprises européennes beaucoup plus grandes. Donc, il y a sous-jacent une forme de discrétionnaire qui alimente et qui fait fruit d'une suspicion en fait sur l'origine des entreprises. Et ça, c'est extrêmement mauvais d'un point de vue économique, juridique, politique. Ensuite, on va sur des idées que les entreprises seraient trop grandes. Et donc, il y a une concentration du marché qui est trop élevée. Et on a par exemple un professeur à l'Université de Columbia, Tim Wu, qui propose d'interdire, et c'est une idée vraiment suivie et entendue et revendiquée, d'interdire les fusions dès lors qu'on passe de 4 entreprises sur le marché à 3. C'est-à-dire qu'on ne pourrait plus, dès lors qu'il y a 4 entreprises, on ne pourrait pas arriver à 3 ou à 2.
Et ça, c'est une approche extrêmement nuisible et néfaste parce que c'est une approche du marché. Ça ne veut absolument rien dire sur l'intensité concurrentielle qu'il y a sur le marché. Et deuxièmement, il n'y a aucun marché où il y a seulement 3, 4 ou 5 entreprises. Quand on regarde vraiment les marchés, il y a toujours des dizaines d'entreprises. Le marché des réseaux sociaux, il n'y a pas seulement Facebook. Le marché des moteurs de recherche, il n'y a pas seulement Google. Le marché du e-commerce, il n'y a pas seulement Amazon. Il y a des dizaines d'entreprises. Et c'est là où vraiment le bât blesse, c'est combien il y a d'entreprises sur un marché. Personne véritablement ne le sait et ne peut le dire de façon très claire. Et ensuite, réguler par la taille, mais ce serait tout simplement contraire au droit européen. C'est-à-dire, quoi qu'on en fasse, par des directives ou des règlements européens, de dire qu'à un moment donné, la taille est un vrai problème, ce serait tout simplement contraire aux articles 101 et 102 des traités européens, et ça pose une véritable question de la conformité du droit européen vis-à-vis des traités européens, et ce serait éventuellement censuré par la Cour, une Cour qui ne s'empêche pas de censurer des affaires, comme on l'a vu dans l'affaire Intel, et comme on peut le voir dans les affaires actuelles, parce qu'on a dit que les GAFA étaient sanctionnés d'un point de vue judiciaire. Non, elles n'ont pas été sanctionnées d'un point de vue judiciaire, elles ont été sanctionnées d'un point de vue politique de la régulation. Les appels sont actuellement en cours à la Cour justement de Luxembourg. Et ensuite, ce serait un non-sens économique parce que tout simplement, réguler par la taille, c'est ignorer que la taille en elle-même est le résultat de la concurrence. La taille en elle-même est le résultat d'un service préféré, d'économie d'échelle, d'effets de réseau indéniables sur le numérique. Et c'est parce que justement ces entreprises sont numériques qu'elles veulent bénéficier de la taille. Ensuite, la taille est aussi le résultat de l'innovation. Allez, restons français et prenons qu'un exemple franco-français. Par rapport à Amazon, on a vu la fusion Fnac Darty. Mais c'est très bien que Fnac et Darty viennent ensemble, se consolident et grossissent en taille en réponse à l'innovation disruptive d'Amazon. Donc, la consolidation, la fusion d'entreprises est la réponse parfois de concurrents qui ne sont pas assez innovants à l'innovation en face de concurrents bien trop innovants. Et ensuite, la taille, c'est encore l'objet même du marché unique. On parlait de marché unique, la députée Stéphanie Courtien parlait de marché unique, c'est exactement ça. On souhaite un marché unique, faisons le marché unique. Mais c'est quoi le marché unique? C'est aussi gagner en économie d'échelle. C'est aussi limiter, minimiser les barrières réglementaires. Et ce marché unique-là, européen, on ne l'a pas encore. Face à des marchés intérieurs américains et chinois extrêmement considérables et géants, on n'a pas un marché unique européen qui permette justement de bénéficier de cette taille. Donc, c'est un petit peu se poser les vraies questions à nous-mêmes plutôt que d'accuser d'autres GAFA. Donc, créons un vrai marché unique européen où on pourrait bénéficier de cette taille considérable et ainsi concurrencer les entreprises américaines ou chinoises. Et enfin, ces plateformes numériques structurantes, elles sont dites un petit peu maudites. C'est-à-dire que c'est un petit peu, enfin aux États-Unis, on parle de curse of bigness. La grosseur des entreprises serait maudite. Mais il y a un argument à affronter à ça, c'est que c'est tout à fait vrai. Si les entreprises sont vouées à l'échec parce qu'elles sont trop grandes, et on l'a vu, et on le voit, il suffit de citer Kodak, AOL, Yahoo, enfin un certain nombre d'entreprises n'ont pas su innover, ont été trop grandes, n'ont pas su avoir des services véritablement compétitifs et intéressants pour les consommateurs. Mais il n'y a pas mieux régulateur que le marché pour sortir ces entreprises de la compétition, de la concurrence, et le consommateur saura choisir et saura arbitrer entre les services proposés. Donc, si ces entreprises sont trop grandes et sont maudites, alors le marché les maudira et elles seront sorties de l'environnement concurrentiel un petit peu qui existe. Et enfin, il y a tout ce concept de gatekeeper, de market tipping, enfin d'idée que ces entreprises, même si elles n'abusent pas de leur position dominante, même si elles ne font rien de négatif en soi, leur position en soi est négative et doit être régulée. Mais d'être une entreprise incontournable, c'est le but même de toute entreprise. C'est-à-dire qu'aller expliquer à un manager qu'il ne faut pas être incontournable, c'est vraiment aller à l'encontre même de l'essence même de l'entreprise. Si son entreprise est contournée,
ben, c'est bien parce que c'est un échec et c'est un déficit de compétitivité de ces produits. Donc, devenir une entreprise incontournable, que ce soit d'un point de vue numérique ou pas, c'est le but même de l'entreprise. Et donc, créer une régulation spécifique pour les entreprises incontournables qui seraient en soi régulées parce qu'elles sont devenues incontournables, ben, c'est tout simplement sanctionner la concurrence par les mérites. Et enfin, réguler, juste un dernier point, réguler par la taille sur la théorie des facilités essentielles, réguler par la taille en appliquant la théorie des facilités essentielles, c'est-à-dire un principe de non-discrimination par les algorithmes de Google ou d'Amazon ou autres, en interdisant le self-preferencing, enfin le fait qu'on se réfère à soi-même, mais il n'y a pas meilleure manière de créer un monopole naturel. Pourquoi? Parce qu'en autorisant un principe de non-discrimination, notamment de Google vis-à-vis de ses partenaires ou de Amazon vis-à-vis de ses partenaires, alors on place cette plateforme comme étant neutre, comme étant accessible à tous et donc étant un monopole naturel et qui renforce encore plus la position de monopole naturel de cette entreprise. Je crois au contraire que ces monopoles ou ces entreprises, même si elles sont ni naturelles ni monopoles, ces entreprises doivent être concurrencées, doivent être questionnées, doivent être attaquées par la concurrence sur les mérites et non pas par une intervention régulatrice qui pourrait renforcer la position même de monopole. Donc, l'idée même, j'en conclus là, l'idée même de plateforme structurante que je vois dans le rapport, cette structure du marché est contestable parce que ça ramène à cette idée de régulation par la taille et seulement par la taille et non pas par les mérites. Merci beaucoup. Alors, ce que je comprends pour faire la transition avec Henri Isaac, ce que je comprends de la position de Renaissance numérique, c'est que c'est plutôt pas tant la taille et les acteurs eux-mêmes qu'il faudrait réguler, mais plutôt les externalités négatives qui sont créées quelque part par cette position très forte sur les marchés. Est-ce que c'est ça? Est-ce que je comprends bien? Est-ce que c'est la taille en fait en soi n'est pas un problème? C'est plutôt. Alors, merci pour l'invitation. Donc, juste Renaissance numérique, tout à l'heure, vous disiez que on ne savait pas ce que c'était. Je vous invite à aller sur notre site. Il y a notre rapport annuel qui est très transparent. Vous verrez la liste de nos adhérents, vous verrez notre budget. Donc, on rassemble différents acteurs de l'écosystème du numérique, que ce soit des fédérations, des entreprises et surtout des chercheurs et des associations, voire des fédérations. Donc, on est assez divers dans notre composition. Pour répondre à la question qui est posée ce soir, la question de la taille est-elle la bonne façon d'aborder la régulation des plateformes? Notre réponse est plutôt non, parce que aborder les questions que les plateformes posent à la société, ça voudrait dire qu'il suffit de réduire leur taille pour résoudre les problèmes qu'elles pourraient éventuellement poser. Or, il nous semble que les plateformes posent un certain nombre de questions qui appellent à des régulations et que ce n'est pas en coupant en morceaux ces plateformes qu'on va résoudre les problèmes qui sont posés par certaines d'entre elles. Alors, si je peux étayer un petit peu cette argumentation, je voudrais revenir à la définition de ce qu'on pourrait qualifier d'une plateforme structurante. Moi, personnellement, j'ai beaucoup de mal à parvenir à une définition qui me semble satisfaisante conceptuellement. Alors, restons déjà sur la notion de plateforme. Il y a des choses qui ont été définies. On dit la taille. Alors ça, c'est les effets de réseau. C'est largement documenté, donc je ne vais pas y revenir. On a parlé de données. Donc là, effectivement, déjà, c'est déjà un petit peu plus compliqué parce qu'il y a différentes régulations qui s'appliquent aux données. Il y a différents types de données, d'ailleurs, dont on parle de façon très générale, alors qu'il est souvent question de données personnelles, mais aussi de données non personnelles. Et donc, c'est différents types de réglementations qui s'appliquent à cet objet qui est au cœur des modèles de plateforme, puisque c'est une des composantes essentielles de la façon de créer de la valeur. Il y a un troisième élément qui, moi, me semble absent, mais totalement du débat sur la régulation des plateformes, c'est leur dimension d'écosystème, où on ne les voit que comme des gens qui enferment des gens dans un écosystème sans comprendre la nature de la création de valeur qui s'opère dans ces écosystèmes. Alors ici, nous sommes tous participants à différents types de plateformes et donc nous sommes des utilisateurs et les problèmes qui sont posés par certaines plateformes sont liés aux utilisateurs et ici il y a deux aspects qui me semblent effectivement peu discutés, ou en tout cas j'ai pas entendu grand-chose sur ce sujet et qui n'ont pas grand-chose à voir avec la taille des plateformes dont on parle. C'est les comportements des utilisateurs.
Alors, les comportements d'utilisateurs, ça peut être des gens, par exemple, sur Amazon qui postent des faux avis ou qui mettent des produits qui sont des copies et qui violent la propriété intellectuelle. Ça peut être des propos haineux sur d'autres plateformes. Ça peut être de la désinformation encore sur d'autres plateformes. Et donc, ça, c'est des problèmes de comportement au sein d'un écosystème qu'organise une plateforme. Et donc, ici, il y a un problème de comportement des utilisateurs. Et la question, est-ce que la taille ou réduire la taille ou contrôler la taille résoudra ces problèmes? Il nous semble que si on réduit, par exemple, la taille de plateforme, on dit, par exemple, il faut couper Google de YouTube, est-ce qu'on aura réglé les problèmes de haine en ligne sur YouTube ou les problèmes de propriété intellectuelle sur YouTube? La taille ne résoudra rien à ces problèmes-là. Et pire encore, raisonner par la taille fait qu'on risque de déplacer des problèmes sur des plateformes qui seraient très, très contrôlées par des régulateurs et que, évidemment, ces problèmes-là se déporteraient sur des plateformes de petite taille, de plus petite taille, qui ne seraient pas soumises à ces mêmes régulations, puisque la régulation aurait été conçue par la taille. Et donc, on aurait des plateformes qui auraient des très beaux outils de régulation, de modération, et par exemple, Google sur YouTube a Content ID, mais il y a plein de petits sites qui ne peuvent absolument pas réguler les contenus avec Content ID. Donc, le règlement par la taille ici fait qu'on risque de créer, par une régulation par la taille, un déplacement des problèmes qu'on veut contrôler et réguler. Et donc ici, il me semble que le raisonnement par la taille, il ne permet pas du tout de contrôler ce que l'on cherche à réguler, et qu'il faut réguler. Hein. Je ne dis pas qu'il ne faut pas réguler, mais ce n'est pas par la taille qu'il faut procéder selon nous. Deuxième aspect, les utilisateurs sont des co-créateurs de valeur, donc la question, c'est comment on les associe dans la régulation. Et ici, il y a deux niveaux, selon nous, dans lesquels on aurait intérêt à intégrer cette dimension d'écosystème dans la régulation, c'est-à-dire que les utilisateurs devraient être des membres qui doivent décider de règles concernant les plateformes, aussi bien sur la plateforme elle-même. Alors, il y a des tentatives qui sont certes inabouties et critiquables, mais qui sont celles de Facebook, de Twitch d'ailleurs, ou de TikTok, qui commencent à avoir des boards d'utilisateurs. Et donc, ici, on intègre ces utilisateurs parce que ce sont leurs propres comportements qui sont problématiques et que donc, il y a des sujets qui devraient être intégrés. Et puis, deuxième aspect, j'en viens ici aux outils de la régulation, c'est-à-dire que vouloir réguler quelque chose dans lequel le comportement d'utilisateur ou la production d'utilisateurs est au cœur des modèles économiques, sans les intégrer, nous semble aujourd'hui une conception de la régulation qui est très 20e siècle et qui ne tient pas compte précisément de ce que sont ces plateformes. C'est-à-dire organiser une coproduction avec des utilisateurs sans que ces utilisateurs n'en fassent partie de cette régulation et donc de l'organe de régulation. Et donc, il nous semble qu'il serait souhaitable, nécessaire d'y intégrer. Et à cet égard, il suffit de regarder que, par exemple, la régulation des contenus de la télévision, le CSA en France, par exemple, à des collèges de téléspectateurs. Et donc, on peut tout à fait imaginer qu'on modifie les régulations en introduisant des représentants des utilisateurs. Et donc, j'en viens ensuite à un autre point qui est souvent mis en avant pour réguler ces plateformes avec une logique, on va dire, on va réguler non pas ex post, parce que c'est une fois que les problèmes sont survenus, on ne veut plus faire comme ça, on veut le faire ex ante. Alors, ex ante, ça me semble un petit peu problématique parce que d'abord, on ne connaît pas les états futurs du monde et donc on risque peut-être de s'empêcher un certain nombre d'opportunités. Et donc là, il y a quand même logiquement quand même quelques difficultés parfois à raisonner de la sorte. Et plus encore, c'est qu'une des caractéristiques des plateformes et du monde numérique, c'est précisément le temps réel. Et que tout à l'heure, on évoquait les problèmes de définition de marché. Google, c'est un acteur mondial de la publicité. Et donc, on parle du marché de la publicité. Et donc, sur ce marché-là, les échanges se font en temps réel. Les achats-ventes, c'est du temps réel. Et donc, ici, si on veut réguler ce marché, il faut s'inspirer, selon nous, de ce qui a été entrepris sur les marchés financiers, qui sont aussi des marchés en temps réel, et sur lesquels les autorités de régulation des marchés financiers ont des outils, des méthodes pour pouvoir investiguer ces échanges et vérifier que il n'y a pas de distorsion de prix ou de déformation ou d'abus de position dominante. Et donc, là, si on veut penser une régulation moderne des plateformes, notre point de vue, c'est de dire qu'il faut tenir compte de leur nature fondamentale
et que leur nature fondamentale, c'est qu'elles sont collaboratives, elles sont écosystémiques et qu'elles fonctionnent en temps réel, et que ce qu'il faut faire, c'est penser une régulation du XXIe siècle, c'est-à-dire non pas essayer parfois de réparer des instances de régulation qui ont été pensées au XXe siècle, alors que le fonctionnement des marchés numériques a des caractéristiques qui sont propres et nombreuses ont été évoquées, mais c'est une partie sur le temps réel, et les grandes plateformes qui sont aujourd'hui sous le feu de la rampe, c'est précisément 2 grandes plateformes qui organisent des marchés publicitaires. Bon, et ça, ces marchés-là sont en temps réel. Et donc, on a des exemples où le régulateur, notamment l'AMF en France, a les moyens et s'est doté de moyens. Et donc, ça veut dire ici, de notre point de vue, qu'une régulation qui se veut intelligente des plateformes, elle doit être dotée d'outils qui sont adaptés à ça, c'est-à-dire avoir accès au flux de données, à des API qui permettent de contrôler ces flux et éventuellement de prendre des sanctions en fonction de règles d'usage qui auront été définies par le régulateur. Et donc, il nous semble tout à fait possible de réguler un certain nombre d'effets négatifs et d'externalités négatives que ces plateformes peuvent générer, mais il nous semble aussi qu'il soit nécessaire de penser cette régulation en fonction de la nature fondamentale de ce que sont ces plateformes, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas tout à fait des entreprises. Et c'est pour ça qu'il faut un défi de conception dans la régulation un peu plus important que celui auquel on assiste, qui finalement a un côté très 19e siècle. Ok, merci, c'est très clair. Alors, je passe la parole à notre dernier intervenant et puis on va pouvoir échanger. Donc, Pierre Bentata, économiste. Donc, Pierre, si on revient à la question de droit de la concurrence, est-ce qu'on peut considérer qu'il a fait la preuve de son insuffisance par certains aspects? Et du coup, est-ce qu'une régulation ex ante, dont on parlait tout à l'heure, est-ce que ça pourrait y remédier? Est-ce qu'il faut interdire certaines pratiques? Est-ce qu'on doit réguler? Comment? Et comment est-ce qu'on fait aussi pour penser aux intérêts du consommateur dans tout ça? Vaste question. Pour répondre à ça, et avant de revenir sur les problèmes que pose vraiment la régulation ex ante d'un point de vue d'analyse économique du droit, qui est la branche de l'économie qui se spécialise dans l'analyse des règles. Avant ça, il faut quand même revenir sur le problème fondamental qui a été souligné d'ailleurs sur le chat. C'est la définition économique d'un monopole. Et pourquoi on n'aime pas un monopole au départ? La raison pour laquelle on se bat contre un monopole, ou on considère que c'est quelque chose de mauvais, c'est uniquement en fonction des conséquences du monopole, et ça ne peut s'apprécier que dans une dynamique, c'est si les consommateurs sont captifs sur un marché et qu'ils ne peuvent rien faire, et que parce qu'ils ne peuvent pas réagir, parce qu'ils ne peuvent même pas sortir du marché, alors l'entreprise en monopole peut augmenter ses prix, peut réduire la qualité des services qu'elle fournit et puis arrêter d'innover. C'est ça le problème que pose un monopole. On peut avoir en revanche des monopoles qui sont choisis par les consommateurs. Et le problème, c'est que pour savoir si on est dans un monopole qui est subi ou un monopole qui est choisi, il faut observer la dynamique, il faut regarder dans le temps. On ne peut pas observer simplement par des critères qui sont statiques en disant à l'instant donné, quelle est la part de marché de l'entreprise, quel est son chiffre d'affaires, combien de personnes sont là, parce que c'est inverser complètement la relation de causalité. Si tout le monde préfère un même produit, et préfère le produit d'une même entreprise, alors cette entreprise sera en monopole parce que c'est satisfaisant pour les consommateurs. Et ça nécessite de revenir du coup sur des critères qui sont très simples, alors qui sont très simples d'habitude à appliquer et très compliqués à appliquer dans le cas des plateformes, mais qui sont les idées de marché pertinent. Est-ce qu'il existe des concurrents? Est-ce que les consommateurs eux-mêmes ont choisi que lorsque un produit les satisfait moins ou lorsque le prix d'un produit va augmenter, ils choisissent une alternative? En théorie, ce qu'on fait pour regarder ça, c'est une augmentation des prix. Est-ce que le prix du bien X va entraîner une augmentation de consommation du bien Y? Problème, comme c'est souligné dans tous les rapports, le problème ici, c'est que comme on est dans une économie où il n'y a pas de contrepartie monétaire, c'est très difficile de l'apprécier. Mais mécaniquement, du coup, les rapports nous disent il faut abandonner l'idée de marché pertinent. Non, ce n'est pas le cas. Il faut au contraire trouver des outils pour arriver à redéfinir ce qu'est le marché. Et je vais vous donner 2 exemples pour vous montrer à quel point c'est essentiel. Tout dépend des consommateurs. On observe aujourd'hui que vous avez des consommateurs qui, à défaut de faire des recherches sur Google Search, par exemple, vont faire leurs recherches sur Amazon. Alors, je ne me demandais même pas comment ils font, je ne comprends pas ce que ça veut dire, mais ils font des recherches sur Amazon ou sur Facebook. Ça veut dire que pour eux, l'activité de recherche,
elle est en concurrence entre Amazon, Facebook et Google Search. Dans ce cas-là, il est nécessaire de comprendre ce que font les consommateurs, comment ils utilisent les plateformes pour arriver ensuite à avoir une idée de quel est leur marché. Sans quoi, il est impossible de savoir si ces entreprises sont en monopole, en oligopole, structurantes ou quoi que ce soit. Il faut repartir de l'idée du consommateur. Or, cette idée, elle est quasiment absente. On essaye de s'attaquer à des monopoles parce que ce sont des monopoles, enfin supposément, puisqu'on n'a aucune idée en fait de leur marché, sans jamais s'intéresser à quelle est la satisfaction des consommateurs et pourquoi ces entreprises grossissent. Et dans le cas des plateformes, il y a une spécificité qui est encore plus grave que dans les autres domaines, c'est que l'effet de taille, c'est souvent un effet qui est voulu et un effet qui est désirable pour les consommateurs. Ça les satisfait. Quand vous êtes sur un marché biface ou un marché qui est multiface, c'est parce que la taille du réseau augmente qu'il prend de la valeur. Donc, c'est très difficile de se dire on va sanctionner une entreprise qui grossit, alors que si ça se trouve, c'est ce que l'utilisateur ou le consommateur désire. Et dans le dernier rapport, dans le rapport de Valéria Faure-Montiel, il y a quelque chose de très intéressant de ce point de vue-là, c'est que parmi les critères pour définir une plateforme structurante, on nous dit il y a l'économie de gamme, par exemple. Le fait de pouvoir, parce que vous avez un avantage où vous êtes connu sur un réseau, pouvoir intégrer d'autres réseaux. Et on vous dit aussi, la différenciation, c'est aussi un critère. La capacité à modifier en permanence son offre, c'est un critère de monopole. Mais si vous combinez ces deux choses dans l'économie des plateformes, pouvoir aller rapidement sur un autre segment de marché, sur un autre service rendu, parce que vous avez déjà une taille importante sur un secteur. Et si en plus, vous gagnez des parts de marché ou vous êtes capable de vous agrandir chaque fois que vous différenciez votre offre, ça veut dire que mécaniquement, toutes les plateformes qu'on considère comme structurantes, elles sont en concurrence les unes avec les autres. Et donc, ça pose un vrai problème, c'est que vouloir sanctionner au départ des entreprises qu'on pense être en monopole en utilisant cette façon-là d'observer les choses, fait qu'on vous dira toujours, mais non, toutes ces entreprises, elles sont en concurrence. Google, Amazon, Facebook, elles sont en concurrence. Et d'ailleurs, on n'a pas de moyen de définir le marché pertinent. Donc, il faudra trouver une technique pour arriver à définir ce qu'est le marché pertinent de ces entreprises. Mais on a quand même des indicateurs. Valérie Faure-Montiel expliquait tout à l'heure que le problème du monopole, c'est justement la baisse de l'innovation et l'augmentation des rentes. Et si c'est le cas, alors Amazon et Google, qui sont les deux plus grands investisseurs en R&D au monde, ils sont mécaniquement en concurrence. Ils sont mécaniquement dans des secteurs qui sont fortement concurrentiels. Juste pour vous donner un chiffre là-dessus, Amazon, sa dépense en R&D, c'est 38% de la dépense intérieure nationale de recherche et développement en France. Quand vous êtes une entreprise qui ne cesse d'innover et qui fait des efforts pareils, qui consent à des sacrifices pareils pour se développer, ça veut dire qu'elle se pense soumise à une concurrence. Et donc, pour être sûr de quel est l'état de la concurrence, il faut revenir sur le grand oublié de tous ces rapports, c'est le consommateur. Comment le consommateur réagit? Et donc, juste deux mots pour expliquer pourquoi, évidemment, quand on a pris la logique à l'envers en regardant de façon statique les marchés au lieu de les apprécier en dynamique, on aboutit forcément à des réglementations qui, elles aussi, ratent le problème. Juste un mot dessus. Alors, il y a plusieurs propositions, mais pour moi, la plus caractéristique, c'est l'idée d'abus de monopolisation. Donc, une entreprise qui voudrait et qui, dans sa stratégie, aurait les moyens d'atteindre un monopole ou des parts de marché importantes, serait de fait considérée comme en abus de monopolisation. Mais c'est exactement l'inverse de ce que désirent les consommateurs. Une entreprise qui mène une bonne stratégie et qui est donc récompensée par des consommateurs, c'est une entreprise qui mécaniquement gagne des parts de marché. Autrement dit, si vous voulez sanctionner les entreprises en disant elles sont susceptibles de mener un abus de position dominante ou un abus de monopolisation, ce que vous voulez dire, c'est on autorisera uniquement les stratégies qui sont négatives, néfastes pour les consommateurs, et donc tout se fera au détriment des consommateurs. Un dernier mot sur cette idée, on a beaucoup parlé de réglementation ex ante. En analyse économique du droit, la réglementation ex ante, elle est très critiquée. Pour une raison qui est simple, c'est qu'en fait, elle doit être appliquée en dernier recours. Pourquoi? Parce qu'une analyse ex ante, ça veut dire qu'il va falloir contrôler en permanence tout ce qui se passe, au lieu d'attendre que l'accident ou le dommage apparaisse. Donc d'abord, d'un point de vue administratif, c'est très coûteux. Il vous faut une très forte police ou une très forte administration qui contrôle en permanence. Le deuxième problème, c'est que pour avoir une réglementation dans ce cas-là qui est efficace, qui est optimale, il vous faut de l'information sur le fonctionnement des entreprises. Or ça, l'analyse économique du droit nous a démontré que ça conduit à un problème qui est la capture des régulateurs. Plus ils vont échanger, plus ils vont interagir, et plus sans le faire exprès, ils vont être sous influence des entreprises qui doivent réguler, ce qui crée un problème qui s'apparente presque à de la corruption. Et puis, troisième problème, c'est que la réglementation ex ante, elle nécessite du coup
d'être capable de se demander à quoi ressemblera le marché plus tard. Ce qui fait que mécaniquement, toute forme de régulation est toujours en retard sur la stratégie qu'elle essaye de mettre en place et sur le secteur qu'elle essaye de réguler. Et c'est pour ça que même dans les secteurs où on considère que la réglementation ex-ante est nécessaire, le cas typique, c'est les accidents environnementaux, les accidents nucléaires, les grands dommages technologiques, on combine toujours une réglementation ex-ante qu'on situe beaucoup plus faible que le niveau qu'on pense optimal, et on la combine avec des règles de responsabilité civile. Parce que si vous n'avez qu'une réglementation ex-ante, vous raterez toujours le coche avec des coûts qui sont très élevés. Et le problème principal que ça pose, c'est que personne n'a intérêt à être soumis à cette réglementation. Donc, vous laissez simplement les gros que vous avez décidé de réguler être régulés par cette réglementation et vous fixez un effet de seuil. Ce qui fait que, mécaniquement, vous tuez la concurrence en essayant de la promouvoir parce que personne n'a intérêt à entrer sur ce nouveau marché. Donc, c'est le meilleur moyen de figer des situations alors même qu'on les pense négatives. Et donc, juste pour conclure là-dessus, pour résumer l'idée, il y a deux choses qui sont nécessaires dans cette approche. Je comprends très bien qu'il y a des problèmes pour arriver à actualiser les concepts et à les rendre adéquats aux changements technologiques. Mais le marché pertinent, on ne peut pas faire sans. Il faut se recentrer sur l'idée du consommateur et ça nécessite d'avoir une approche dynamique de la concurrence et certainement pas une approche avec des critères qui sont statiques. Très clair. Alors, je vois, est-ce qu'il y a des questions auxquelles on n'a pas répondu? Merci beaucoup à Christophe pour toutes ces interventions et ces remarques que je trouve très pertinentes, dynamiques. Valéria, je vous passe la parole. Il y a eu beaucoup de sujets. Vous avez été un peu interpellée aussi par Aurélien, par Pierre, par Henri. Voilà, donc je vous laisse presque le mot de la fin. Enfin, je dirais au revoir à la fin. Voilà, n'hésitez pas si vous avez des questions en plus, mais je ne pense pas qu'on loupe d'intervention des participants. Valéria. Merci beaucoup donc, pour ce droit de réponse. Je veux bien entendre que les parlementaires ne sont pas des spécialistes des sujets autant que le sont les chercheurs ou les professeurs que vous êtes, mais entendre que l'interdiction du monopole n'existe pas alors qu'il y a une loi antitrust américaine qui date quand même de 1890 qui a été reprise par l'Union européenne et qu'en France, à proprement parler, la loi antitrust n'existe pas, mais il y a un seuil de part de marché qui est fixé à 30% et au-delà de ce seuil, il y a interdiction de fusion, de rachat et de grossir sur le territoire national. Donc, il y a quand même une régulation de monopole par le droit de la concurrence. Ensuite, en ce qui concerne les sujets qui ont été évoqués par Pierre, excusez-moi, je n'ai pas votre nom de famille sous les yeux, donc je me permets. Je ne peux pas entendre qu'un régulateur comme l'ARCEP, du fait de travailler en permanence avec les opérateurs téléphoniques, serait potentiellement corrompu parce que trop investi dans son rôle et que les marchés pertinents, la question du marché pertinent ne s'était pas posée avec l'arrivée du mobile et de l'Internet sur les télécoms, alors qu'on était sur la régulation des réseaux filières, cuivre, de téléphone fixe. Donc, oui, certes, ce qu'on a écrit avec Daniel Fasquelle, c'est pas l'alpha et l'oméga pour faire émerger les champions européens. C'est une évidence qu'il y a d'autres sujets et d'autres problématiques à régler aussi. Il y en a des sujets de financement, on a des sujets de marché unique du numérique qui n'est pas cohérent encore. Le marché n'est pas cohérent au niveau européen. On a des règles différentes en termes de fiscalité. Il y en a des barrières de langue aussi. Quand on innove aux États-Unis, on a un marché qui est unique et quand on innove en Europe, on a encore des barrières. On a des problèmes de financement et de levée de fonds. Évidemment qu'il y a d'autres sujets et je ne suis pas en train de dire qu'on va faire de la loi anti-GAFA déjà parce que ce n'est pas le cas et que ça va régler l'ensemble des sujets démocratiques, économiques, champions européens et ainsi de suite. Absolument pas. Par contre, il y a un déséquilibre de marché et autant les autorités américaines qui sont, pour le coup, qui auraient intérêt de préserver leurs entreprises sur la scène internationale, que les autorités européennes se posent la question carrément du démantèlement. Thierry Breton l'a évoqué. Aux États-Unis, c'est un sujet qui est en train de monter et Stéphanie Yoncourtin l'avait évoqué tout à l'heure. Donc, comme
vraiment, c'est une des possibilités qui est envisagée parce qu'on estime qu'il y a monopolisation du marché. Alors oui, Pierre, vous avez raison sur le fait que les parts de marché sont absolument pas connues et ça, c'est pas normal. Parce que l'ensemble des acteurs économiques déclarent leurs chiffres d'affaires, leurs activités. On connaît un petit peu leur périmètre. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas d'un certain nombre d'entreprises et donc ce n'est pas normal qu'on n'ait pas de visibilité. Et il y a l'impact sur les questions de démocratie qui ne s'en posent pas par ailleurs. C'est-à-dire que les effets de ces plateformes peuvent potentiellement remettre en question l'ordre démocratique. Et c'est ça qui a fait réagir les États-Unis en 1890 en créant la loi antitrust. C'est bien l'impact sur la démocratie et sur le fait de perte comment dirais-je, la perte de possibilité d'établir l'ordre face aux grandes entreprises par l'État américain. Donc, le but, ce n'est pas uniquement de favoriser potentiellement les acteurs émergents sur la scène européenne, c'est bien à un moment donné de pouvoir rétablir l'ordre parce qu'il y a les contenus haineux, il y a la déresponsabilisation de plus en plus croissante de ces plateformes qui disent on s'autorégule, on s'autodébrouille, on y met les moyens, mais en réalité, personne n'a la capacité d'auditer les moyens qui sont mis sur la régulation des contenus, sur les algorithmes sont des boîtes noires, il y a l'économie de l'attention qui est de plus en plus développée et il y a une bulle informationnelle qui se crée autour du consommateur. Donc tout ça, ça pose question au-delà des sujets économiques. Et c'est pour ça que la régulation ex ante, elle est importante. Il y a le sujet économique, il y a le sujet concentration, il y a le sujet déploiement, il y a le sujet contenu et il y a le sujet enfermement du consommateur dans un parcours client qui ne lui permet pas forcément d'avoir le choix puisque plus il y a d'usagers d'une plateforme, plus elle collecte de données, plus elle se fait perfectionne et donc plus elle est utilisée par la suite. C'est l'effet de mode, de concentration des utilisateurs, surtout quand il s'agit de réseaux qui permettent d'échanger entre les utilisateurs. Ça enferme forcément dans cette bulle. Donc, encore une fois, je ne dis pas que ce rapport est l'alpha et l'oméga, je ne dis pas que la taille est forcément le sujet, je dis qu'à un moment donné, on a des acteurs qui dépassent les règles économiques et démocratiques qui permettraient de garantir l'ordre établi. Et donc, du coup, il faut forcément créer des outils pour la coopération. Ce n'est pas une régulation dans le sens répression, mais de la coopération pour qu'il y ait une possibilité pour le régulateur de voir ce qui se passe dans ces entreprises sans pour autant trahir le secret des affaires. C'est très clair. On a parlé de grosses entreprises. J'aime bien, moi, pour conclure, la question de Rokia Québec qui dit, mais au fond, est-ce que la régulation ne peut pas aussi être, finalement, pour des startups naissantes qui ont évidemment toute envie de devenir les futures licornes, voire GAFA, voire, enfin, en tout cas des très grosses entreprises, très conquérantes, est-ce que vous n'avez pas peur? En plus, c'est vrai que dans votre parti politique, c'est quand même un parti pro-entrepreneuriat, on parlait de Startup Nation il y a quelques années. Est-ce qu'il n'y a pas un risque de désinciter finalement ces start-upers de demain, quoi? Au contraire, aujourd'hui, on a une très grande demande du monde économique au niveau national et au niveau européen de pouvoir justement avoir accès à ces marchés-là et ils ont l'impression d'être privés parce qu'ils sont créateurs d'applications, par exemple, ou des choses comme ça, et où l'entrée est ultra régulée par ces plateformes qui ont d'une part une façon de référencer, une capacité de référencer les applications selon leur guise, parce qu'ils sont
comment dirais-je, propriétaires de ces magasins d'applications. Il y a les effets d'autoréférencement. Google Shopping, par exemple, a été épinglé. Et il y a aussi d'autres questions qui se posent. Aujourd'hui, il y a des plateformes de streaming de musique qui sont en procédure aussi. Voilà, il y a une demande réelle du monde économique des startups, donc les petites structures par rapport aux géants, évidemment, par rapport aux plateformes structurantes, qui voudraient effectivement avoir plus d'accès au marché et que ce soit un peu plus équitable. Bon, bah écoutez, moi j'ai promis de rendre l'antenne à 20h13. Est-ce qu'il y a, je vérifie qu'il n'y ait pas dans le chat des questions qui n'ont pas été résolues. Alors évidemment, je suis persuadé que parmi les intervenants, il y en avait qui voulaient continuer le débat éternellement, mais la parole et le mot final est à l'Assemblée nationale, c'est bien normal. J'espère en tout cas que cet échange, moi que je trouve très adapté au projet des alumni de Sciences Po, finalement, et à notre vision des choses, c'est de permettre que le monde académique, le monde, la société civile et le Parlement échanger. C'était très intéressant d'avoir aussi ce regard croisé entre une députée de l'Assemblée nationale et une députée du Parlement européen. Voilà, et évidemment, très utile d'avoir Henri de Renaissance numérique, qui connaît les acteurs par cœur, hein, les acteurs français, et la réalité aussi de ce qui se passe en ce moment, et qui nous a incité aussi à ne pas penser trop au 21e, voire 19e siècle dans ces régulations-là. Et puis évidemment, avoir un économiste et un juriste, c'était tout à fait passionnant. Merci beaucoup à tous. Pardon, j'aurais adoré qu'on puisse discuter très longtemps, mais c'est vrai que voilà, 1h15, c'est le maximum. On se retrouve le 10 novembre. On va travailler sur des sujets tout à fait différents. Le 10 novembre prochain à 19h sur un format proche. Alors, on va probablement parler soit de la réindustrialisation au pays du principe de précaution, soit des nouvelles autonomies locales. Ça va dépendre un peu de l'actualité. Mais vous voyez, on va toucher à beaucoup de sujets, et cela jusqu'à 2022, puisque l'idée, c'est d'avoir 22 thématiques, 22 idées, 22 approches pour les petits événements qui devraient se passer en 2022, si tout va bien. Merci beaucoup à tous. Vraiment, c'était un débat de très haut vol. Comme je le disais à l'un des participants, on va laisser sur le YouTube, je crois, des alumni de Sciences Po ces débats, parce que je crois que ça vaut la peine d'être réécouté pour ceux qui n'ont pas pu être parmi nous. En tout cas, merci beaucoup, et merci en particulier à Valéria d'avoir s'être prêtée à cet exercice post-rapport. C'est une matière vivante. Et merci évidemment à tous les intervenants et à tous les participants, dont je sais bien que certains avaient plein de choses à dire. On pourra continuer le débat ultérieurement. Et puis évidemment, n'hésitez pas à contacter les alumni si vous voulez les coordonnées de telle ou telle personne pour passer des éléments. On est là aussi pour réfléchir ensemble. Et puis j'espère qu'on pourra se revoir pour la troisième session dans quelques mois, parce que c'est quand même bien de se retrouver physiquement également. Merci à tous, très bonne soirée. Merci beaucoup. Pour ceux qui vont voir le tennis, merci. Pour dîner. Au revoir. Au revoir.